Alors, mon intervention vient tout à fait bien en complément de celle qui a été présentée. La question générale que nous nous sommes posée, c'est quel est le poids de l'économie de la connaissance dans les grandes métropoles françaises aujourd'hui et quel est le rôle spécifique sur leur croissance. En ce sens, l'objet de cette étude est d'une part de délimiter les activités de la connaissance par rapport à d'autres types d'activités économiques en mobilisant des données statistiques homogènes et cohérentes, notamment sur le plan chronologique, permettant d'analyser les dynamiques. Et d'autre part, de proposer une approche comparative des métropoles et de leurs caractéristiques et surtout de leur mode de croissance en termes d'emploi. Alors pour cela, trois parties. Nous allons dans un premier temps présenter les enseignements qu'apporte la littérature économique, attribués à l'économie de la connaissance dans la croissance régionale et urbaine, et d'examiner en parallèle, sur un plan descriptif, le développement des métropoles françaises dans ce cadre. Dans un deuxième temps, nous allons délimiter le cadre méthodologique proposé permettant de caractériser les mécanismes de la croissance des métropoles et d'en estimer les grands processus. Et enfin, dans un troisième temps, cette approche originale qui est proposée permettra d'établir un diagnostic et une évaluation des facteurs moteurs de la croissance, pouvant situer les métropoles les unes par rapport aux autres. Alors, premier point, donc, même si je vais aller vite vu le temps imparti, les enseignements de la littérature. Sur le plan macroéconomique, au niveau national, par exemple, et dans les comparaisons internationales, sur le plan théorique, il y a trois grandes familles de modèles en économie. Il y a les modèles keynésiens, qui retiennent de prime abord les dynamiques de demande, c'est-à-dire le rôle du secteur exportateur et les facteurs d'amplification par les revenus et la demande sur le territoire donné. Ensuite, il y a les modèles de croissance néoclassiques qui mettent plutôt l'accent sur les dynamiques d'offre, l'accumulation du capital, l'effet des coûts et de la répartition, le progrès technique. Et enfin, les théories de la croissance endogène qui se sont développées à la fin des années 80, début des années 90, dans le prolongement du courant néoclassique, et qui ont cherché à formuler les mécanismes économiques à la base du progrès technique. Et elles incluent le capital humain et ou le capital technologique dans les fonctions de production, en privilégiant l'accumulation de la connaissance. Alors, les analyses empiriques qui ont découlé de ces théories portent et qui sont plutôt dans le courant néoclassique et de la croissance endogène, ont estimé des fonctions de production pour évaluer les sources de la croissance. Et elles montrent en général que dans la première phase du développement économique, dans la phase d'industrialisation, l'accumulation du capital matériel, en termes d'usines, machines, etc., accumulées, est le facteur le plus important, les gains de productivité pouvant être limités aux économies d'échelle réalisées dans l'industrie et largement liés, sur le plan macroéconomique global, au mouvement intersectoriel et notamment le passage de la main-d'œuvre agricole vers l'industrie et certains services qui ont un niveau de productivité supérieur. Et d'ailleurs, sur le plan géographique, le passage de l'agriculture vers l'industrie et le mouvement induit de concentration géographique de la main-d'œuvre dans la région qui s'industrialise est la base du modèle séminal, disons, de la nouvelle économie géographique de Krugman de 1991. Et deuxième étape, sans entrer plus loin, avec le développement économique, une croissance intensive va progressivement se substituer à une croissance extensive, et à partir donc d'un certain stade de développement, l'estimation des fonctions de production montre que, pour expliquer la croissance, le rôle relativement limité des volumes de travail et des volumes de capital matériel engagés dans la production est l'effet prépondérant des gains de productivité associés à des investissements dans la connaissance. Alors, au niveau régional, eh bien, au régional, quels sont les enseignements de la littérature? Eh bien, dans la lignée de ces théories, de la croissance endogène et de la nouvelle économie géographique, toutes les études empiriques depuis une vingtaine d'années, avec des variantes, mais toutes les études empiriques effectuées aujourd'hui, aussi bien sur les régions américaines que sur les régions européennes, mettent l'accent
sous des formes diverses, sur le rôle du capital humain, comme moteur de la croissance des régions, et d'autant plus de la croissance des grandes métropoles. Alors, sous différents angles d'analyse, on peut avoir, à travers le capital humain, l'effet du niveau d'éducation, de la main-d'œuvre qualifiée. On peut avoir le potentiel de talent et la classe créative dans la lignée des approches de Florida. On peut avoir l'analyse des KIPS, comme on dit, c'est-à-dire des services aux entreprises à haute intensité technologique et des activités à haute intensité de savoir-faire. Il peut s'agir de l'analyse des clusters qui associent sciences et industries de pointe appuyées sur un bassin de main-d'œuvre spécialisé. En tout cas, la conclusion qui peut être tirée de ces modèles est qu'il existe plus ou moins des économies d'agglomération bâties sur le potentiel de capital humain d'une région urbaine qui conduisent, à travers la diffusion de ces externalités de connaissances et ou par les capacités d'absorption localisées, à des gains de productivité supérieurs et à des performances supérieures qui sont à la base de la croissance économique. D'ailleurs, de manière générale, et ce phénomène a été largement reconnu depuis les années 2000 dans ses travaux, que ce soit les Glaser, Duranton, Puget, etc. De manière générale, un écart croissant de développement tend à se créer entre les grandes aires urbaines qui bénéficient de ce capital humain et les autres territoires. Alors, bien sûr, les effets du capital humain évoluent selon les différentes étapes de développement, mais par manque de temps, je ne les traiterai pas. Alors, si on prend maintenant deux aspects, le cas français et la manière dont on peut essayer d'avoir une méthodologie qui permette de cerner ces effets. Alors, d'abord, dans le cas français, je dirais que l'emploi dans les fonctions métropolitaines dont on a parlé, et à l'intérieur les cadres des fonctions métropolitaines qui a été proposé par l'INSEE, peuvent présenter un marqueur du poids des activités cognitives, du capital humain et du degré de métropolisation. Alors, cette définition, les EFM, pour aller vite, l'emploi dans les fonctions métropolitaines, et les CFM, les cadres des fonctions métropolitaines. Il y a eu des travaux de l'INSEE dans les années 90, notamment initiés par Philippe Julien, qui avaient donc défini les emplois stratégiques. Et puis, à la suite, ont été définis les emplois métropolitains supérieurs au début des années 2000. Et l'INSEE a récemment renouvelé l'approche dans des publications depuis 2010 et des travaux donc, sur la question entre 2007 et 2010 qui ont remplacé ces concepts, et donc par celui, comme j'ai dit, d'emploi dans les fonctions métropolitaines et de cadre des fonctions métropolitaines. De manière générale, l'INSEE a proposé une classification en 15 fonctions, transversales au secteur d'activité, transversales aussi au statut. Ça peut être des emplois publics ou des emplois privés, ça peut être des emplois salariés ou indépendants, et également transversales aux qualifications. Alors, parmi ces 15 fonctions, 5 ont été donc qualifiées de fonctions métropolitaines, c'est-à-dire propres aux grandes villes, là où, disons, les villes qui présentent plus de 200 000 emplois sont plus que proportionnelles, où ces fonctions sont plus que proportionnelles aux autres aires. Alors, ces fonctions métropolitaines, à l'intérieur, nous avons la partie, disons, hautement qualifiée, entre guillemets, ce sont les cadres des fonctions métropolitaines, et qui peut être considéré dans ces fonctions comme un indicateur de capital humain et d'insertion des aires urbaines dans l'économie de la connaissance. Alors, les CFM comprennent les cadres, les professions intellectuelles, et les chefs d'entreprise, les salariés. Elles représentent 37% de l'emploi dans les fonctions métropolitaines au niveau national en 2010. C'est ça qui a le plus progressé. Ils sont passés de 1 million dans les années 80 à 2,5 millions aujourd'hui. Et les EFM proprement dit se représentent à peu près 25% au niveau national de l'emploi total.
Alors, si on considère donc ces fonctions dans les aires urbaines françaises, eh bien, on voit le dégradé très net. Les 25%, j'ai dit, des EFM, comme on parle de l'emploi total. Dans l'aire urbaine de Paris, ces fonctions atteignent 37% de l'emploi en 2006. Pour les 13 aires urbaines, disons les autres métropoles, hors Paris, de plus de 200 000 emplois, ces fonctions atteignent à peu près 28%. Ensuite, dans les 51 aires urbaines, entre 50 et 200 000 emplois, 22%, jusqu'à arriver à l'espace rural où elles atteignent 14%. Dans les anciennes définitions des aires urbaines, j'y reviendrai si on a le temps. Mais ça ne change pas fondamentalement en ce qui concerne les parts dans les nouvelles définitions. Enfin, de manière générale, on voit que dans ce graphique, même en considérant seulement les 13 grandes aires urbaines hors Paris, eh bien qu'il y a une relation manifeste. L'emploi dans les fonctions métropolitaines croît avec la taille de l'aire urbaine, tant avec la taille de la grande agglomération. Bien entendu, il existe des spécialisations. La part des fonctions métropolitaines dans l'emploi peut être plus ou moins forte selon les aires urbaines. Derrière cette relation générale, il peut y avoir une sur- ou une sous-spécialisation des grandes aires urbaines. On regarde la taille. On voit bien pour Grenoble, un micro, Maurice, un micro. Je le prends bien. Et Toulon qui arrive dans les années 2000 à 200 000 emplois, qui dépasse les 200 000 emplois, est très en retrait par rapport à Montpellier, Grenoble, Rennes, sur ce plan-là, où les fonctions présentielles sont dominantes. Voilà, on peut calculer à partir de là la sous- ou la surreprésentation. Par exemple, pour Toulon, à taille donnée, donc il y a à peu près 15 000 emplois qui manquent en termes de fonctions métropolitaines en 2007 par rapport aux autres grandes aires urbaines. Alors, je passe au deuxième point. Si on a vérifié le rôle du capital humain et des fonctions métropolitaines, je passe au mécanisme de la croissance dans les grandes agglomérations urbaines. Et pour cela, il faut donc analyser sur un plan fonctionnel une région ou une grande aire urbaine et qui permettent d'aborder ces différents aspects de manière cohérente et générale. Alors, il y a plusieurs approches qui ont été proposées. L'approche de la théorie de la base, qui a été présentée tout à l'heure, je n'y reviens pas, ainsi que l'approche par la base économique, revisitée par les travaux d'Avezy, qui tente d'isoler l'ensemble des revenus basiques reçus par un territoire, qui soit d'origine productive ou lié à des prestations sociales et à des mécanismes de redistribution. Il y a aussi l'approche par les fonctions de production régionales, mais je le dis, qui cherche à décrire les relations emploi-production-productivité, et donc de déceler plutôt les dynamiques d'offres, les deux jouants, les dynamiques de demande et les dynamiques d'offres. On ne sait pas dans quelle proportion, mais on va le voir, mais dans un territoire donné. Mais donc, ces approches par les dynamiques d'offres et les relations production-emploi-productivité, malheureusement, ne peuvent être établies dans les aires urbaines, les zones d'emploi, dans des territoires régionaux ou infrarégionaux, faute d'informations statistiques. Alors, j'ai proposé, dans un article de 95, etc., j'ai proposé dans ce cadre une spécification des grands mécanismes constitutifs de la croissance économique régionale qui soit dans une approche fonctionnelle et formalisable permettant d'évaluer les phénomènes. Alors, cette approche mettait en évidence que la croissance régionale repose sur trois grands mécanismes, trois grands processus cumulatifs, interconnectés, qui combinent sous différents rapports des dynamiques d'offres et des dynamiques de demande, et que j'avais appelés les effets multiplicateurs, les effets de productivité et les effets de compétitivité. Et ces trois boucles de croissance fondamentale prennent une intensité et des formes différentes dans un territoire donné, selon ses structures, et agissent donc de manière variable au cours du temps. Alors, ce schéma
je ne vais pas l'exposer parce que j'ai pas trop de temps pour regarder les trois grandes boucles du haut et leurs liens. Donc je vais le réserver pour la suite. Mais ce schéma, s'il y a des questions, ce schéma, où agissent notamment les revenus, la productivité et les exportations, eh bien, peut servir de base d'analyse ici si trois conditions sont remplies. Premièrement, être traduit en termes d'emploi, parce que c'est la seule information disponible en série annuelle au niveau régional et infrarégional. Deuxièmement, être énoncé en différents secteurs ou fonctions productives correspondant aux trois groupes. Et enfin, troisième condition, pouvoir isoler le rôle particulier du capital humain à la base des effets de productivité, qui est un facteur incontournable, d'après la littérature, dans la croissance des métropoles. Alors pour cela, nous nous sommes appuyés donc sur la classification, pour obtenir les informations nécessaires, sur la catégorisation de l'emploi proposée par l'INSEE en trois grands types de fonctions. L'INSEE propose 15 fonctions, dont 5 sont qualifiées de métropolitaines, comme je l'ai dit, 5 autres sont qualifiées de présentielles, et les 5 autres fonctions ne sont ni métropolitaines ni présentielles: l'agriculture, la fabrication, notamment industrielle, le bâtiment et travaux publics, transport logistique, entretien, réparation. Alors, après donc une étude un petit peu qui a été faite par l'INSEE et d'autres sur ces secteurs particuliers, qui sont des activités mixtes, à la fois un peu présentielles et un peu exportatrices, eh bien, ces activités ont été classées, ont été retraduites pour être soit dans l'une ou l'autre de ces catégories. Alors finalement, il apparaît ce tableau, où nous avons donc les 5 fonctions métropolitaines, donc l'emploi dans les fonctions métropolitaines pour le tout. Ensuite, l'emploi dans les fonctions présentielles, où sont été ajoutés le bâtiment, travaux publics et l'entretien-réparation. Et enfin, l'emploi dans les activités productives, qui, donc à la fabrication, ont été ajoutés le transport logistique. Nous n'avons pas retenu l'emploi dans l'agriculture, que nous avons isolé, qui est d'un poids faible dans les grandes aires urbaines. Et donc, on raisonnera sur l'emploi total ou sur l'emploi total non agricole. Alors, une telle catégorisation... Maurice Catin, juste m'assurer qu'en 3-4 minutes, vous pouvez parvenir au... Alors non, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais aller beaucoup plus vite. En tout cas, l'originalité de cette approche est de pouvoir isoler un secteur métropolitain au-delà des secteurs basiques, exportateurs, et des secteurs non basiques, présentiels, qui permettra de rendre compte de la place et de l'impact des activités cognitives à fort capital humain dans l'économie des grandes aires urbaines. Alors, une méthode a été adoptée qui a consisté à séparer 3 grands blocs moteurs, si on peut dire, dans les aires urbaines, qui sont les sources de la croissance de l'emploi. D'une part, donc, l'évolution de l'emploi dans les fonctions métropolitaines, qui a un effet direct, c'est la partie comptable de l'emploi total, et qui agit aussi par l'intermédiaire d'effets multiplicateurs à travers les revenus distribués de ces activités, sur l'emploi dans les fonctions présentielles. Ces fonctions métropolitaines s'entrecroisent aussi avec les activités productives à travers différentes relations de complémentarité industrie-service pour aller vite, et ce sont notamment les cadres des fonctions métropolitaines qui forment le capital humain qui peut être à l'origine de meilleures performances productives, de la diffusion d'externalités de connaissances et d'innovation. Et enfin, vous avez une troisième catégorie, c'est l'évolution aussi des activités productives, donc, qui sont largement exportatrices dans l'aire urbaine, et qui agit aussi par un effet direct et par un effet multiplicateur sur l'emploi dans les fonctions présentielles. Et enfin, l'évolution du revenu issu des bases non productives, c'est-à-dire les bases publiques, résidentielles et sociales, puisque la base productive est dans la deuxième catégorie, les activités productives, si on peut dire.
Alors, à partir de là, bon, il y a une petite méthodologie, mais bon, je ne vais pas... il y a une équation comptable, une équation fonctionnelle qui permet d'évaluer l'effet. On vous fait confiance, Maurice. Bon, alors, si on me fait confiance, le graphique, voilà. Bon, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Si, non si peut-être pour les personnes du fond de la salle qui risquent de ne rien voir, n'est-ce pas le cas? Alors, en quelques secondes. Alors, vous avez ici le taux de croissance groupé des emplois dans les fonctions métropolitaines et les activités productives comme explication de l'emploi dans les fonctions présentielles. J'ai entendu que la somme des trois donne l'emploi total. On voit qu'il y a une forte relation entre donc, des effets multiplicateurs de ces deux types d'emplois groupés sur le taux de croissance de l'emploi dans les fonctions présentielles. Donc, quand vous prenez une région urbaine, une métropole, vous avez l'effet sur le taux de croissance par les effets multiplicateurs des emplois dans les fonctions métropolitaines. La constante va donner donc la partie qui ne dépend pas de la croissance de ces deux fonctions. C'est donc, écoutez, comme il me reste très peu de temps, je vais juste dire, donc cette croissance donne l'effet moyen des bases non productives sur les 14, et l'écart à cette droite va donner les effets spécifiques dans les régions urbaines concernées de ces bases productives. Alors, on arrive de là donc à classer, les différentes catégories, et on peut voir la contribution relative des fonctions métropolitaines productives et des bases non productives sur l'emploi. Donc, sur l'emploi non agricole total. Donc, on voit que finalement, sur les 14 aires urbaines, la contribution moyenne des fonctions métropolitaines est de près de 68%. La contribution des bases non productives dans la période 99-2007 est de moins de 30%, et de 3,4%, et les bases non productives représentent un peu moins de 30%. Nous avons fait l'analyse aussi dans la période qui a suivi, qui va jusqu'à 2010, mais s'il y a des questions, je les traiterai à ce moment-là. La conclusion, c'est que il y a bien sûr des écarts, c'est ça qui est intéressant, entre les différentes aires urbaines, qui méritent l'analyse, mais je n'aurai pas le temps de la donner. Mais ce qui apparaît comme conclusion majeure, c'est que ce sont les fonctions métropolitaines qui assurent l'essentiel de la croissance dans les grandes aires urbaines. Et si on fait l'analyse sur les aires urbaines de second rang, on se rend compte qu'elle est un peu moins grande. Les bases non productives ont un effet certain sur la croissance de l'emploi, mais rarement fondamental dans les grandes aires urbaines, dans les urbaines de grande taille, qui représentent à peu près 30%. Et les activités productives, eh bien, vu aujourd'hui la baisse de l'emploi industriel et renforcée après par les crises de 2008, 2009 et 2012, 2013, vont avoir un effet souvent négatif, en tout cas faible, en termes multiplicateurs. Voilà, donc on peut analyser évidemment ces différents éléments, ces différentes composantes, pour mettre en évidence la particularité de la région parisienne, les effets particuliers de certaines grandes aires urbaines. En conclusion, je dirais donc trois choses. Premièrement, pour favoriser le développement de l'emploi présentiel et donc de l'emploi total dans les grandes aires urbaines, qui évolue à peu près de la même manière, et l'emploi dans les fonctions présentielles représente souvent plus de 50% en moyenne des aires urbaines, des grandes aires urbaines. Et bien pourtant, ce n'est pas là l'élément essentiel. Derrière la statistique, et il y a des mécanismes explicatifs différents. Donc on peut évidemment avoir un levier par les bases non productives, comme il a été signalé dans l'exposé précédent.
Par exemple, améliorer l'attractivité résidentielle et touristique d'un territoire, ou augmenter le niveau de service et de qualification de ses emplois, initier le développement de certains emplois publics, etc. Un levier, bien sûr, consistant par ailleurs à renforcer les effets de compétitivité à travers les activités exportatrices, hein, c'est-à-dire hors du territoire, par l'établissement et la consolidation de ces activités, dans les filières notamment exportatrices. Et puis un levier par le développement des fonctions métropolitaines, et notamment des emplois qualifiés hein, dans les activités cognitives, et qui sont intersectoriels. Alors, ce qui apparaît, hein, des résultats obtenus, c'est que c'est la création des emplois dans les fonctions métropolitaines, donc d'activités exigeant un plus fort capital humain, qui paraît, en moyenne, long terme, le moteur le plus puissant de la croissance dans les grandes aires urbaines. Deuxième conclusion qui apparaît, l'étude qui a été ainsi entreprise en termes, en séparant ces pratiques d'emploi et l'évaluation de ces trois moteurs, a une dimension comparative, hein, comme on l'a vu. Elle permet de situer chaque grande aire urbaine et la place qui revient à l'économie de la connaissance et son rôle dans la croissance. Et chaque métropole peut donc fonder à l'issue son diagnostic, l'approfondir vu les résultats présents. Et enfin, troisième et dernière conclusion, le modèle qui a été proposé peut être utilisé comme un outil de suivi et de pilotage pour les métropoles et les grandes aires urbaines, voire pour les autres de second rang. Il permet un suivi de l'évolution de l'emploi dans les métropoles, d'établir un diagnostic et d'opérer des projections et des exercices de simulation, des opérations de développement et des politiques économiques. En tout cas, nous sommes déjà en accord avec l'agglomération toulonnaise pour continuer ce travail dans ce sens.